Hugues à vous, ici Fouine, et nous allons poursuivre le débrief de la saison 2021 de Formule 1. Parlons maintenant de la bataille pour la 3e position du championnat constructeur, à savoir McLaren et Ferrari. Et c'était serré, mine de rien. J'ai vraiment eu le sentiment que c'était plus les McLaren pendant une bonne partie de la saison qui dominaient. Et puis au final, ce qui s'est passé, c'est que dans les derniers Grands Prix, Ferrari a marqué les points, là où McLaren s'était complètement planté. Ce qui est dommage pour McLaren, parce que franchement, il y avait vraiment... il méritait cette 3e position. Après, Ferrari mérite aussi, je ne veux pas dire le contraire. C'est juste que ça me surprend de voir que McLaren était quasiment tout le temps, tout le long de la saison, devant Ferrari. Et puis, c'est vrai qu'en y repensant, oui, ils se sont complètement effondrés en fin de saison. C'est incroyable, c'est vraiment triste parce que bon, après, c'est vrai que pour McLaren, là, je vais essayer d'être objectif, mais bon, c'est un peu difficile parce que pour le coup, Lando Norris et Daniel Ricciardo, c'est vraiment 2 pilotes chouchous. Je les adore, ils ont... Je sais pas, prenez Daniel Ricciardo, il est tellement souriant, il semble tellement gentil, il est tellement blagueur, il respire la joie de vivre, voilà. Comment tu veux dire des choses méchantes sur Daniel Ricciardo? C'est pas possible. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment envie de dire des choses méchantes? Bah ouais, non, on peut pas. Voilà, il est sympa ce type, il est cool. Mais bon, voilà. Bon, il faut quand même que analyser sa saison. Et bon, c'est triste à dire. Et j'aurais préféré dire autre chose, mais faut bien avouer que Daniel Ricciardo, c'était difficile. Sa première moitié de saison est extrêmement difficile. Il a eu du mal à dompter la voiture. Et d'ailleurs, le moment où vraiment c'était vraiment pas top dans cette saison, dans cette première partie de saison, c'est au Grand Prix de Monaco quand il se prend un tour de la part de son coéquipier. C'était vraiment terrible parce que Daniel Ricciardo, c'est un bon pilote, peut-être pas un excellent. C'est un bon pilote. Il est capable de faire d'excellentes performances. C'est pour moi le meilleur pilote qui est en F1, qui est capable de faire des dépassements en freinant ultra tardivement, mais en plus à faire ces dépassements d'une manière vraiment clean, vraiment propre. C'est pour ça que j'adore Daniel Ricciardo, c'est que voilà, en plus d'être un bon pilote, il fait des trucs osés, risqués, mais mesurés. Et c'est beau en plus. Là, c'était un peu plus difficile de le voir cette année. Mais fort heureusement que la deuxième moitié de saison, bon, ça compensera pas tous les points qu'il avait perdus lors de la première moitié de saison, mais au moins la deuxième partie de saison lui a permis de se rassurer. Et le meilleur moment où il s'est vraiment rassuré, et on a pu enfin revoir le Choui. Ouais. Après un an, on a pu enfin le revoir, et en plus pour une victoire, c'est au Grand Prix d'Italie. Que ça a dû lui faire du bien, et que ça nous a fait tous du bien aussi, je pense. Sauf ceux qui n'aiment pas Daniel Ricciardo, évidemment. Mais oh là 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 là, j'adore Daniel Ricciardo. Je vous ai déjà dit que j'adorais Daniel Ricciardo. Mais oui. Heureusement qu'il y a cette fin de saison qui vient éclaircir l'horizon, parce que c'était difficile. Et quand on regarde les stats, voilà, c'est 13 fois dans les points quand Lando Norris y est quasiment tout le temps. Je crois que les 2 seules fois où il n'y a pas pu être, c'est parce qu'il a eu des problèmes avec son véhicule, ou bien, manque de bol, il y en a un qui a joué au bowling. Bottas en Hongrie. Mais ouais, non, franchement, j'espère très franchement que cette deuxième moitié de saison va lui permettre d'être plus proche de son coéquipier, qu'il soit vraiment 2 pilotes complémentaires.
Vraiment, comme les Fernando Alonso et Ocon avec Alpine. J'espère très franchement que ça va permettre de créer quelque chose et que ça va, pourquoi pas, lui permettre de se battre une nouvelle fois pour le podium, voire même pour une victoire. Très franchement, Daniel Ricciardo, il a encore de belles années devant lui, je pense. Et en même temps, je l'adore, voilà. Comment tu peux être en colère contre un type comme ça? C'est pas possible. Et Lando Norris, bah c'est pareil, il est tout aussi sympathique, il est heureux. Tu sens que c'est le gamin qui est tout content, qui est surexcité, voilà, qui fait les choses bien à son échelle. Mais c'est super. Moi, je l'adore ce type. Et en plus, il est tout aussi déconneur que Daniel Ricciardo, en plus. Voilà, comment tu peux dire des méchancetés sur Lando Norris? C'est pas possible. En tout cas, pour moi, c'est pas possible. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de les juger, parce que là, pour le coup, je les adore. Mais bon, essayons de juger vraiment la saison, mais même en essayant de trouver les points négatifs, je pense quand même que dans l'ensemble, Lando Norris a fait une excellente saison. Mais vraiment excellente. Il n'y a pas à dire, c'est tout simplement incroyable. Il marque quasiment tout le temps. Il fait une bonne moyenne de position. Il réussit à surclasser son coéquipier lors des qualifications et lors des courses. Et peut-être un peu. Non, le sprint, non. Ah non, le sprint, non. J'ai rien dit. Il n'a pas surclassé. Mais voilà. Lando Norris, pour moi, c'est un des pilotes aussi qui, pour moi, fait partie des champions à en devenir. Et allez, si je dois citer une grosse allez, on va dire 2 déceptions. La première, c'est quand il n'a pas pu s'exprimer lors des dernières courses parce que je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la voiture. C'était très dur. Et forcément, si tu peux pas t'exprimer, bah, du coup, tu perds des points et tu perds tout potentiel à rattraper tes concurrents. Et bah, du coup, tu dégringoles au classement. Hein, parce que pendant très longtemps, il se battait pour la 5e position au classement des pilotes. Et il est resté assez longtemps. Mais voilà, c'est comme ça. Et si je dois citer une autre déception, et celle-là, elle est plus notable, c'est plus dans le Grand Prix de Russie. C'est décevant parce que il méritait cette victoire. Et malheureusement, c'est un coup de malchance que la pluie était tombée à ce moment précis. Une chose qu'on peut pas lui retirer, c'est le fait qu'il ait voulu tenter. Il a voulu essayer. C'était un coup de poker. Et dans sa situation, voilà, ça se comprend qu'il ait voulu tenter ça. Ça se comprend totalement. Mais voilà, ça lui a coûté cher, ça lui a coûté la victoire. C'est dommage parce que, très franchement, s'il y a bien une victoire qu'il pouvait avoir, c'est bien celle-là. Après, on pourra dire aussi que voilà, il était trop stressé. J'imagine qu'il a dû être stressé. Je ne peux pas imaginer à quel point, parce que c'est pas possible. Mais le fait d'être aussi proche que ça d'une victoire en F1, ça a dû forcément il a dû forcément se repasser le scénario en tête pendant la course des milliards de fois tout en restant concentré sur la piste et presque en se refusant d'admettre que s'il continuait sur la pluie voilà, il fallait pas qu'il continue sous la pluie, mais c'est plus simple à dire qu'à faire, évidemment. On peut pas imaginer ce qu'il avait dans sa tête. C'est la seule très grosse déception que je pourrais vraiment retenir de Lando Norris, c'est que, voilà, il aurait dû avoir cette victoire. Mais la météo en a décidé autrement. Et comme quoi, voilà, il n'y a pas besoin de trifouiller le règlement pour faire du spectacle. Mais au moins, je me dis que cette expérience qu'a eu Lando Norris, qui n'est pas agréable, et ça m'a fait de la peine de le voir vraiment en larmes. Ça m'a fait de la peine parce que
il mérite. C'est pas possible qu'il n'ait pas une victoire. Dans sa carrière, je ne peux pas imaginer qu'il n'ait pas de victoire. Pour moi, ce n'est pas possible. Il doit en avoir une. Au moins une. Après, est-ce qu'il pourra être champion du monde? Je l'espère. Hein, et même, je pense que c'est un futur champion du monde à en devenir. Sauf si, évidemment, il y a une trop grosse bataille. Hein. Après, je pourrais citer un champion qui n'en est pas un, qui est resté l'éternel second, Sterling Moss. Hein. Bon, après, je vais pas faire genre que je connais ces saisons-là, parce que c'était bien avant ma naissance, et puis non, je connais pas. Mais je sais juste que, voilà. Et Sterling Moss est un éternel second, malheureusement. Mais bon, ce que je souhaite à Lando Norris, c'est que voilà, cette expérience lui serve, qui va lui permettre d'être plus fort mentalement, et j'espère qu'il aura sa victoire. Il a le potentiel, il le mérite. C'est sa meilleure saison, il fait que progresser. J'espère qu'il va continuer l'année prochaine et que les McLaren seront suffisamment performantes pour être présents sur quasiment tous les Grands Prix. D'ailleurs, savez-vous combien il y a eu de doublés cette année? Il n'y en a eu qu'un. Oui, ça m'a surpris de savoir qu'il n'y avait qu'un seul doublé cette année, parce que je pensais qu'il y en avait au moins un de la part de Red Bull, et même plusieurs de la part de Mercedes, mais en fait non. Le seul doublé, il est de McLaren, et c'est au Grand Prix d'Italie. Et d'ailleurs, je tiens à préciser une petite chose en plus que j'avais précisé lors du Grand Prix d'Italie. Les deux ont été suffisamment intelligents pour savoir que c'était une occasion en or pour avoir des points et pour avoir une chance d'être en 3e position. Lando Norris aurait très bien pu combattre Daniel Ricciardo, mais il le dit dans la radio, si vous voulez que je conserve ma 2e position, vous me le dites, il n'y a pas de souci. L'occasion est trop grande. Je ne sais plus trop comment il l'a dit, mais en substance, c'était ça. Et ça, c'est ce qui s'appelle un beau pilote. Voilà. J'espère que ce duo de choc Daniel Ricciardo et Lando Norris fera des merveilles l'année prochaine. Ensuite, en 3e position des constructeurs, évidemment, comme je l'ai dit, hein, c'est du coup Ferrari. Hein. Ferrari en 3e position, qui revient d'une 6e position l'année dernière, qui était catastrophique. Donc du coup, ça fait du bien de revoir Ferrari reprendre des couleurs. C'est pas encore ça totalement, mais voilà, c'est rassurant. Il faudra juste essayer de confirmer l'année prochaine. On verra bien si c'est le cas. Et je pense que, mine de rien, ils ont un bon duo de pilotes. Alors, un bon duo de pilotes, d'ailleurs, si on analyse les statistiques entre les deux, c'est assez improbable. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Carlos Sainz, il est en tête du classement, 164,5 contre 159 par rapport à Charles Leclerc. Bon, voilà. D'un point de vue comptable, Carlos Sainz est devant. Mais, quand on regarde le nombre de qualifications de sprint et de courses entre les deux, là c'est bizarre. C'est Charles Leclerc qui est devant dans tous les domaines. 13-9 dans les qualifications, 2-1 dans les sprints, et 14-8 dans les courses. On pourrait me dire, mais j'ai fait une erreur de calcul, c'est pas possible d'avoir un aussi gros écart et pourtant Carlos Sainz devant. Eh ben si. Et il y a une explication parfaitement logique, c'est que là où Carlos Sainz a marqué énormément de points, Charles Leclerc soit faisait une mauvaise course, soit à 2 reprises il avait abandonné. Grand Prix de Monaco et Grand Prix de Hongrie, il y a déjà 33 points qui vont à Carlos Sainz. 33-0 déjà, ça fait un peu mal. Et quand on regarde les stats de vraiment plus près, Carlos Sainz, il est 20 fois dans les points, et je précise qu'il n'a pas abandonné du tout, donc 20 sur 22, c'est quand même plutôt bien. Et il a été 4 fois sur une marche du podium. Alors que Charles Leclerc, il l'a été qu'une fois sur les marches du podium, et a été présent dans les points seulement que 18 fois. Donc voilà ce qui explique cet écart. Alors évidemment, la moyenne des positions,
elle est légèrement meilleure pour Carlos Sainz 6,50, 6,60. Sachant que les 6,60, je ne prends pas en compte les 2 abandons, donc du coup, ça ne compte pas comme étant une dernière position. Mais voilà, c'est assez serré les stats du point de vue moyenne position, mais au niveau, voilà, comme je l'ai dit, niveau statistique, c'est Charles Leclerc qui est devant. Mais au moins, ça prouve une chose. Carlos Sainz, quand Charles Leclerc est absent, il a su marquer les points. Et il a su le rattraper, évidemment. D'ailleurs, le dernier Grand Prix, évidemment, 3ème position. Et d'ailleurs, j'ai un avis bien précis sur le fait que pourquoi il n'a pas pu participer, c'est vraiment bizarre. Il aurait dû participer au dernier tour, mais bon, comme Masi avait décidé autrement, qu'il fallait le spectacle entre les 2 premiers, et qu'il fallait surtout pas terminer par une safety car parce que putain, c'est pas spectaculaire. Ouais, on va pas parler de ça encore. Mais voilà, Carlos Sainz, s'il est repassé devant, c'est tout simplement que la 3ème position qu'il a eue, voilà, c'est 15 points. Et Charles Leclerc, il était arrivé 10ème. Du coup, voilà, Carlos Sainz devant. Du coup, est-ce que ça fait que Carlos Sainz a fait une bonne saison? J'ai dit plutôt oui, malgré un début très difficile. Reste plus qu'à confirmer pour l'année 2022. Mais là, ce que je voudrais voir, c'est vraiment une bataille vraiment entre les deux où ça tente des choses, parce que les fois où ça a tenté, comme il y avait la bataille pour la 3ème position, fallait avorter le truc, il fallait sécuriser les places. Voilà, en même temps. Et pourtant, ils se battent les deux, ils se battent, mais ils sont Ferrari est obligé de leur faire appuyer sur la pédale de frein. Ce qui, d'un côté, est un peu frustrant, mais c'est totalement compréhensible. Surtout quand tu joues un championnat constructeur et que tu peux pas vraiment jouer autre chose. Donc du coup, Carlos Sainz, bon élément, mais voilà, à confirmer en 2022. Quant à Charles Leclerc, c'est celui qui a eu le plus d'opportunités, notamment Grand Prix de Grande-Bretagne. Il méritait de gagner. Ah, mais bon, face à Lewis Hamilton qui était en furie pour rattraper tout le monde, évidemment. Charles Leclerc, je trouve que c'est le type qui a pas eu de bol quand même. Bon, au Grand Prix de Monaco, désolé de le dire, mais évidemment l'erreur qu'il fait coûte cher et c'est triste, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Mais bon, ça c'est des choses qui sont dures, mais bon, ils apprennent de leurs erreurs, je m'inquiète pas. Et Charles Leclerc, là-dessus, il apprend de ses erreurs. Il est très dur avec lui-même, parce qu'il y a des fois, j'estime que c'était des fois des plutôt bonnes courses par rapport à ce qu'il pouvait faire, mais il avait un ressenti très dur envers lui-même. Et puis, quand il fait les erreurs, au moins déjà, il les assume. Mais je trouve que c'est quand même un pilote qui est très sévère envers lui-même. Mais d'un côté, ça prouve que il veut bien faire. Voilà, c'est l'envie de bien faire. Et mine de rien, mis à part le fait qu'il soit derrière son coéquipier, je trouve quand même que dans l'ensemble, Charles Leclerc a fait une bonne saison. Sa voiture n'est pas encore assez performante, bien qu'on l'ait cru par moment qu'il pouvait potentiellement être sur le devant de la scène à plusieurs reprises. Mais bon, la puissance de la Ferrari parlait malheureusement. Donc du coup, ouais, bilan mine de rien positif pour Charles Leclerc. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la saison 2022. Mais il y a une question que je me pose. Parce que vu que Carlos Sainz est capable de marquer les points, et que maintenant il semble s'être habitué à la voiture, est-ce que Charles Leclerc restera-t-il le leader naturel de cette écurie? Parce que depuis 2020, Charles Leclerc, c'est clair et net que c'était lui le leader. C'était plus Sébastien Vettel. 2021, ça a été un peu plus dur. Bon, il est resté très longtemps devant Carlos Sainz. Mais voilà, maintenant que Carlos Sainz maîtrise sa voiture, ça va pas être facile. Je pense que ça peut se battre entre les deux.
Voilà, mais bon, il va falloir que Ferrari décide un petit peu, ou bien qu'ils essayent d'équilibrer les choses, parce que voilà, si Charles Leclerc, c'est vraiment la pépite protégée de Ferrari, Carlos Sainz, oui, il arrive peut-être entre guillemets comme ça, avec un truc de très gros guillemets de nulle part, mais il a bien envie de prouver que Ferrari, et c'est normal, Ferrari a bien raison de miser sur lui. Donc ouais, affaire à suivre. Bien, maintenant nous allons parler des pilotes qui sont dans le top 4 dans le classement pilote. À la base, je voulais d'abord faire les pilotes Red Bull puis les pilotes Mercedes, mais je pense que c'est plus intéressant de d'abord se concentrer sur les coéquipiers, Sergio Perez, Valtteri Bottas, pour ensuite terminer sur les leaders, Hamilton, Max Verstappen. Donc, commençons avec Sergio Perez. Et c'est un peu mitigé pour Sergio Perez. Autant la première moitié de saison, même si il peut signer quelques bonnes performances, dont notamment une victoire en Azerbaïdjan, ça a aidé aussi le fait que Verstappen ait abandonné, mais voilà, il était là sur ce Grand Prix. Ben, c'est pas des plus impressionnants quand même cette première moitié de saison. Il est très difficilement dans la lutte. Il y a quelques contre-performances. Émilie Romagne, il était en 11e position. En Autriche, il était en 6e position. La Grande-Bretagne, je parle même pas de ce sprint catastrophique et de sa course qui l'est tout autant. Ouais, non, c'était un peu compliqué, hein, faut bien l'avouer pour Sergio Perez. Mais au moins, en fin de saison, il était là. Il y a eu un déclic à un moment donné à partir du Grand Prix de Turquie, qui s'est confirmé ensuite avec les États-Unis, Mexique, Sao Paulo. Non, il y a eu un déclic. Ça y est, il commençait à vraiment maîtriser la voiture. Et enfin, il pouvait être régulièrement dans le top 4. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'il a fait de très belles batailles, notamment avec Lewis Hamilton. Et là, je cite tout de suite le Grand Prix de Sao Paulo, où il a réussi à retenir un tour supplémentaire Lewis Hamilton. Lewis Hamilton l'avait dépassé, mais Sergio Perez ne se laisse pas faire. Il redépasse Hamilton et réussit à le contenir un tour supplémentaire. Bon, évidemment, il est plus rapide Hamilton, mais quand même, c'était un exploit. C'est là qu'on a vraiment su que, même si ça commençait à se confirmer, mais depuis ce Grand Prix, ça y est, Sergio Perez, il est là, il connaît la voiture, ça y est, il sait la piloter. C'était impressionnant à voir. Et que dire du Grand Prix d'Abu Dhabi. Il aurait mérité un podium pour le coup. Hein. Là, je le dis, il l'aurait largement mérité. Que dire de la défense monstrueuse où il a réussi à ralentir énormément Lewis Hamilton alors qu'il avait des pneus pourris, hein, des pneus rouges pourris. Et derrière, Lewis Hamilton avait des pneus à gomme blanche qui étaient neufs. C'est impressionnant. L'écart entre Hamilton et Verstappen avait fondu comme neige au soleil. C'était vraiment superbement bien joué de la part de Perez. Bravo. Donc voilà. À défaut de pouvoir disputer le championnat, c'est un très bon coéquipier pour Max Verstappen. Et ça y est, peut-être que l'année prochaine, il y aura un championnat avec 2 voitures Red Bull. Parce que même si ils ont quand même remonté jusqu'au Grand Prix de Mexique, quand même, il y avait eu jusqu'à 1 point d'écart en faveur de Mercedes. C'était un peu compliqué hein, quand même hein, cette année. Bon, il y a eu quelques abandons, bon, pas de bol, hein, comme le Grand Prix de Hongrie. Mais il y a eu quand même quelques grosses contre-performances. Et même si on peut appeler ça un Grand Prix, le Grand Prix de Belgique où il a fait une erreur conne en même temps, là, sur piste mouillée, qu'est-ce que tu veux faire? C'est vrai que c'est ce genre de détail qui compte aussi, hein, malheureusement. Mais bon, au moins, ça y est, il est là pour l'année prochaine. Sergio Perez, il faudra compter sur lui pour le championnat constructeur. Et je précise bien uniquement pour le championnat constructeur parce que non loin de là de douter des capacités de Sergio Perez,
Mais si on en croit la politique Red Bull depuis plusieurs années, c'est Verstappen. Il mise sur Verstappen, a raison, hein, après ce qu'on voit. Hein. Mais voilà, c'est Verstappen ou si t'es pas content, tu dégages. Ou t'as intérêt quand même à être là pour le championnat constructeur. Parce qu'il y a eu depuis 2019 deux pilotes qui se sont cassés les dents avec la voiture, à savoir Pierre Gasly et Alexander Albon. Donc ouais, c'est compliqué, hein, c'est chez Red Bull. Mais au moins Sergio Pérez, il a réussi là où les autres n'ont pas réussi, c'est-à-dire à dompter la voiture. Et pourtant, la première moitié de saison, je n'étais pas des plus convaincus non plus, hein, pour être très sincère. Hein. C'était vraiment la première moitié de saison, on se disait il le prolonge, ouais, bon, est-ce que c'est parce que c'est les contrats qui aident? Il faut rappeler que Sergio Pérez est soutenu par une entreprise, donc il a un sponsor derrière, donc ça apporte des sous-sous, donc c'est bien. Mais voilà, c'était un petit peu rageant de voir que au final Sergio Pérez n'était peut-être pas aussi beau qu'on puisse l'espérer. Ce qui était surprenant, parce que je rappelle qu'en 2020, il est quatrième. Hein. Là, il reste quatrième. C'était plus simple, je pense, entre grands guillemets, d'être quatrième, même si l'objectif était d'être troisième. Il aurait pu, mais bon, c'est sûr que quand tu fais un abandon en Arabie Saoudite, parce que t'as pas pu éviter des accrochages, en même temps, vu l'accrochage que c'était difficilement évitable. Hein. Et Abu Dhabi, où là, on a carrément arrêté la voiture parce que le moteur allait exploser. Bon, il était en lutte pour la troisième position. Bon, c'est pas allé, voilà, ça a tourné court, mais je pense que ouais, Sergio Pérez a le potentiel pour être en troisième position pour les prochaines années, en supposant que Red Bull ne s'effondre pas. Ce qui va être intéressant à suivre d'ailleurs en 2022, parce que je rappelle que Red Bull, même si officieusement Honda sera toujours là, ils n'ont plus de moteur. Le moteur sera un moteur Red Bull. Voilà, c'est important à signaler. Donc je serais curieux de voir à quoi ça va ressembler un moteur Red Bull. Est-ce que ça va se casser les dents? Est-ce qu'ils vont réussir à conserver une bonne performance? Est-ce que ils vont écraser tout le monde de l'année prochaine? Ou bien est-ce qu'ils vont faire comme Ferrari en 2020? C'est la bonne question ça. Mais je m'égare. Pour en revenir à Sergio Pérez, de ce point de vue-là, pour la deuxième moitié de saison, il est là pour le championnat constructeur. Et je le disais, le championnat pilote, je pense qu'il faut pas trop compter là-dessus. Et c'est d'autant plus parlant quand on regarde les statistiques. Hein, ouais, c'est un peu dur, c'est un peu moche, mais ouais, non, Verstappen est largement devant. 22 en qualification, 3-0 en sprint et 19-3 pour les courses, sachant que les 3 fois où Sergio Pérez a entre guillemets battu Verstappen, c'est qu'il avait abandonné. Oui, la première fois c'était au Grand Prix d'Azerbaïdjan pour crevaison. La deuxième fois, c'est que Verstappen, il a été envoyé dehors par Lewis Hamilton en Grande-Bretagne. Et la troisième fois, c'est que Verstappen n'avait pas trouvé plus intelligent que de faire une attaque kamikaze sur Lewis Hamilton alors qu'il avait une échappatoire. En même temps, Max Verstappen et l'intelligence de course, ça fait 2. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas Max Verstappen. Voilà, je précise juste. Hein. Tout ça pour dire, ouais, les statistiques, c'est pas en la faveur de Sergio Pérez sur Max Verstappen. Sergio Pérez est quasiment inexistant. Et je dis bien quasiment sur cette saison, parce que quand même, il a montré à plus d'une fois qu'il existait, même s'il était derrière. Comme je l'ai dit pour le Grand Prix de Sao Paulo et le Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc, quoi espérer l'année prochaine? Qu'il puisse plus exister, qu'il puisse être plus dans le top 4, qu'il puisse, mais bon, ça c'est peut-être un peu utopique, essayer de battre Max Verstappen, mais là, au vu de la politique Red Bull, j'y crois pas. Mais voilà, qu'il puisse exister et qu'il puisse faire plus régulièrement des top 4. C'est ce qu'il faut espérer pour lui. Ensuite, en troisième position, nous avons Valtteri Bottas, pour qui c'était une année compliquée. Hein. Ouais, non, c'est clairement pas sa meilleure année. Et pourtant, la première moitié de saison, bon, si on accepte l'accident à Émilie-Romagne,
Le fait que un de ses pneus n'ait pas pu être détaché durant un arrêt au stand, ce qui l'a contraint à l'abandon. Ouais, la poisse et Bottas, ils sont toujours liés, hein, malheureusement. Une contre-performance en Azerbaïdjan et en Hongrie, il a voulu jouer au bowling. Même si d'un côté il y a un peu de génie, mais quand même, faut bien avouer que c'est pas très juste envers Red Bull. Ouais, non, autrement, si on accepte ça, la première moitié de saison de Bottas est plutôt bonne. Après, quand on regarde au-delà, c'est plus compliqué, hein. Il y a eu de très grosses contre-performances. Donc, je prends par exemple la Belgique. Bon, si on peut appeler ça un Grand Prix, mais 12e seulement, ça le fait pas. Mexico, très grosse contre-performance. Bon, il a pas eu de bol, il s'est fait accrocher, évidemment, mais il est dans le peloton, il est incapable de remonter. Et la seule utilité que pouvait trouver Mercedes, c'était qu'il fasse le meilleur tour. Bon, fort heureusement qu'il a fait le meilleur tour, parce que sinon ça aurait été vraiment catastrophique. Mais voilà, c'était compliqué pour Bottas. Hein. Et quelques autres contre-performances dont je citerai notablement le Grand Prix d'Abu Dhabi, où il n'a été d'aucune utilité pour Lewis Hamilton. Ouais, c'était pas facile pour Valtteri Bottas. Hein. Le bon soldat, il a montré quelques signes de faiblesse. Hein. Et quelques signes de rébellion quand même aussi. Hein, parce que cette année, Bottas, quand l'écurie lui disait de laisser passer Lewis Hamilton, il avait un peu de mal. Hein, il voulait pas le laisser passer comme ça. Hein. ça a dû donner des cheveux blancs à Toto Wolff, mais au moins, ça prouve une chose, c'est que Bottas, il en avait un peu marre d'être vraiment le soldat parfait pour Hamilton. Et le coup de maître là-dessus, c'est au Grand Prix du Pays-Bas où, en même temps, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'ils espéraient Mercedes en lui filant des pneus neufs? Valtteri Bottas a pulvérisé le meilleur temps de course. Mais le problème, c'est que celui qui possédait le meilleur temps, c'était Hamilton. Donc du coup, Hamilton est rentré en catastrophe et a dû faire un dernier tour à fond et prendre énormément de risques pour récupérer ne serait-ce qu'un petit point. Et oui, mais c'est important ce petit point. Sans ces petits points comme ça, on n'aurait pas eu une égalité comme on l'a eu avant le Grand Prix d'Abu Dhabi. Hein. Donc ouais, non, c'est important. C'est important. Voilà. Donc tout ça pour résumer sur le fait que bon, la deuxième moitié de saison de Bottas n'est pas exceptionnelle. Elle est même très décevante, surtout par rapport aux capacités du véhicule. Mais aussi par rapport au fait que lorsqu'il devait défendre sur Max Verstappen, autant il l'a fait, mais sur des moments clés, c'est là que ça passe pas et c'est là que malheureusement, il échoue dans sa mission. Et là, je remporte tout de suite au Grand Prix de Russie, où Max Verstappen devait démarrer dernier quoi qu'il arrive, suite à un Grand Prix d'Italie où il avait décidé, comme je l'ai dit, de faire le kamikaze. Et de toute façon, l'intelligence de course, ça serait s'il en avait une. Je vous ai déjà dit que je détestais Verstappen. Et du coup, Bottas avait pour mission de ralentir la remontada de Verstappen, chose qui a tenu un tour. Ouais, non, c'était complètement raté. Et pourtant, la stratégie de Mercedes était bonne sur le papier. Hein, prendre volontairement des pénalités pour que Bottas puisse ralentir plus facilement Verstappen, c'était une bonne idée sur le papier. Mais le problème, c'est que entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Et ça, c'est pas appliqué la théorie. Et c'est d'autant plus raté quand on sait que Max Verstappen est remonté à la deuxième position. Il y a eu un peu de chance, mais il y a de la chance aussi en F1. Et c'est pas de la chance qui est provoquée. Pas de la chance qui est arrivée artificiellement. N'est-ce pas, Mazie? Donc c'est franchement très décevant. Surtout, après, on pourra me dire, l'année 2020, il était facilement deuxième. Il a un petit peu lutté, mais bon, oui, il était peut-être facilement deuxième, entre guillemets, mais bon, il faut quand même quelqu'un pour piloter cette deuxième voiture.
Et moi, je pourrais tout de suite te ressortir l'exemple de Red Bull 2019 et Red Bull 2020. C'est bien beau d'avoir une voiture puissante, mais si tes pilotes ne sont pas capables de la piloter, et accessoirement si tu ne fais rien pour les aider, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que je défends Bottas, c'est que à défaut d'être un excellent pilote, ça reste quand même un très bon pilote, ou même, allez, pour au minimum un bon pilote. Il est peut-être pas aussi fort que Lewis Hamilton, et même si on regarde les stats, c'est clair et net. Voilà, 18-4 pour Hamilton. Bon, il n'y a que les sprints où il est devant, mais niveau qualification aussi, il se fait battre. Lewis Hamilton, il le mène 16-6. Mais voilà, au moins, Valtteri Bottas était le second pilote parfait. Bon, là, c'est moins le cas. Et d'un côté, j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Comme je l'ai dit avec George Russell, c'est quand même assez risqué, le fait que Mercedes veuille changer de deuxième pilote. Bon, les risques sont certainement mesurés, mais de toute façon, il y a toujours une part de risque. Parce que Valtteri Bottas, entre guillemets, il savait que Valtteri Bottas, même s'il montre quelques signes de rébellion, il va pas trop s'exprimer, il va s'effacer derrière Lewis Hamilton. Alors qu'avec Russell, on ne sait pas. On verra bien. En supposant que Lewis Hamilton reste l'année prochaine à Mercedes en 2022, ce qui est loin d'être le cas au moment où je vous parle, même si je trouve quand même que bon, j'ai mon avis là-dessus. Je pense que c'est certainement pour faire un petit peu pression avec la FIA et avec ce qui s'est passé au Grand Prix d'Abu Dhabi. Mais en même temps, si les règles étaient respectées, on n'aurait jamais eu ça, je pense. C'est tout ce que je demande, des règles respectées. Mais on n'en est pas là. On divague. Tout ça pour dire, Valtteri Bottas, il est 3ème. C'est pas sa meilleure saison. Mais au moins, il marque les points pour le championnat constructeur, chose qu'a fait difficilement Sergio Pérez au début, même s'il a signé quelques bonnes performances. Mais voilà, la différence part d'elle-même, et surtout quand on compare entre les deux coéquipiers, ouais, non, ça parle d'eux-mêmes, les stats parlent d'eux-mêmes. C'est une écrasante victoire pour Valtteri Bottas, 14-7 pour les courses, 3-0 pour les sprints et 16-6 pour les qualifications. C'est net et sans bavure. Du coup, ce que je peux souhaiter à Valtteri Bottas, c'est qu'il puisse enfin s'épanouir à Alfa Romeo en tant que leader. Je pense que c'est véritablement la première fois où Valtteri Bottas sera dans une équipe en tant que leader. Et ça, je pense que ça va lui faire du bien, au moins qu'il puisse faire imposer ses idées et qu'il puisse, entre guillemets, aussi contribuer au fait que Gyeongju puisse s'entraîner. Ça, c'est indéniable. Ça, évidemment, Gyeongju va être motivé par battre Valtteri Bottas, qui, on le rappelle, il est vice-champion 2019 et 2020. Après, on pourra me dire, oui, mais il avait les meilleures voitures. Mais comme je le dis, il faut pouvoir la piloter, cette voiture. Regardez Albon en 2020. Si on prend la logique, il devrait être minimum 4ème. Et Albon, en 2020, c'est, je rappelle, seulement une 7ème position. Donc, ouais, non, on peut dire ce qu'on veut, mais il faut le pilote. Voilà. Et très clairement, Bottas faisait le taf. Voilà. Bon, plus qu'à espérer qu'il s'épanouisse à Alfa Romeo. Par contre, malheureusement, je pense qu'il a signé ses dernières victoires en F1, à moins qu'il y ait un gros retournement de situation, à moins que tout d'un coup, toutes les écuries ont été chamboulées au niveau performance. Je pense malheureusement que ce soit les dernières victoires qu'a eu Bottas dans sa carrière. J'espère très franchement qu'il en aura d'autres, parce que j'ai pas envie non plus que ça se termine mal sa carrière. Mais voilà, c'est comme ça. Valtteri Bottas va à Alfa Romeo. Du moment qu'il puisse s'épanouir, c'est l'essentiel. Mais voilà, ça va être d'un côté dur, et d'un côté ça va lui faire du bien. Il n'aura pas toute cette pression, je pense, comme il a pu avoir avec Mercedes, surtout qu'il avait fait que des contrats d'1 an à chaque fois. Donc
ouais, c'était compliqué. Là, au moins, il est dans une écurie où il sera leader, et ça lui fera du bien. Bien sûr, ce sera à confirmer, et ce sera en fonction des performances de Gyonju. J'espère que je n'écorche pas son nom, parce que je sens que j'ai écorché son nom à plus d'une reprise. Je souhaite que le meilleur pour Valtteri Bottas. Bonne chance à Alfa Romeo, mon gars. Et j'espère que tu vas sortir de très belles performances. Bien, parlons du duel de la saison 2021 de Formule 1. Le duel qui a retenu notre attention. L'attention de tout le monde, de toute façon. Le duel riche en suspense, riche en rebondissements et en surprise aussi, mais aussi qui s'est terminé par une polémique. Mais bon, on va essayer d'éviter au maximum d'en parler. Mais je veux bien sûr parler du duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Punaise, que c'était serré, c'était vraiment superbe, incroyable. Et mine de rien, quand je regarde les stats, je suis un tout petit peu surpris parce que très franchement, je pensais que Max Verstappen avait gagné un peu plus par rapport à Lewis Hamilton. Il n'y a que 11 à 10. Vous allez me dire, 11 à 10 ? Il y a eu 22 courses. Et c'est là que je vous rappelle l'attaque kamikaze de Max Verstappen en Italie. Donc évidemment, les deux sont éliminés. Et c'est pour ça que il n'y a que 21 Grands Prix auxquels on peut les comparer. Après 11 à 10, il y a... Allez, essayons de relativiser. On va être peut-être un petit peu de mauvaise foi, mais essayons de relativiser ces scores. Parmi les 11 victoires de Max Verstappen, il y a celui de Belgique. Est-ce qu'on peut considérer ça véritablement comme une victoire? Alors, officiellement oui, mais soyons très francs, il n'y a pas eu de course. Voilà. J'en parlerai plus en détail dans la vidéo sur le débrief de Masi. Mais bon, admettons qu'on ne prenne pas en compte ce Grand Prix, ça fait 10 à 10. Ensuite, ne prenons pas en compte Abu Dhabi. On l'oublie, Abu Dhabi n'a pas existé. Voilà. Ça ferait 9 à 10. Et du coup, faisons pareil pour Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton, il y a 2 Grands Prix où il a gagné sur abandon de Max Verstappen. Il y en a un, c'est le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et le Grand Prix d'Azerbaïdjan, alors oui, il a terminé par rapport à Max Verstappen, mais hors des points. Donc du coup, admettons qu'on retire ce point, donc ça fait 9 partout. Et allons jusqu'au bout. Disons que le Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est pas comparable et que c'est Lewis Hamilton qui l'a sorti. Voilà. Ça ferait 9 à 8. Toujours est-il que dans cette configuration, force est de constater que Max Verstappen, en termes de victoire sur Lewis Hamilton, est toujours devant. Et c'est tout à fait logique dans un certain sens, puisque l'impression que j'ai eue, c'est que certes, c'est Mercedes qui remporte le championnat constructeur, mais la meilleure voiture, alors évidemment, c'est parce qu'il est premier, évidemment, ça aide, mais très franchement, je pense que Red Bull avait véritablement la meilleure voiture du paddock. Et ils ont été premiers pendant un petit moment, d'ailleurs, au championnat constructeur. Mais bon, il faut quand même 2 pilotes. Alors, il a aidé, Pérez, mais ça n'a pas été facile. Il a fallu un petit rodage. Et ce petit rodage, ça a coûté des points. Et c'est pour ça que Mercedes est devant. Mais pour être très franc, la meilleure voiture pour moi était celle de Max Verstappen, donc une Red Bull. Et quand on regarde les stats, voilà, c'est parlant. Même si, allez, pour les qualifications, il y a peut-être un petit peu d'avantage pour Lewis Hamilton, mais on va essayer de relativiser les chiffres. Il y a 12 à 10 en faveur de Lewis Hamilton sur Max Verstappen. Ok. Jusque-là, ça va. Mais quand on regarde avec précision, quand Max Verstappen était devant Lewis, 9 fois sur 10, c'était en première position. Donc évidemment, la moyenne de la meilleure position, ça influence, évidemment.
Et on le voit, hein, 2,77. Donc, il a peut-être moins gagné, entre guillemets, face à Lewis Hamilton dans les qualifications, mais quand il gagnait, il était devant. Là où Lewis Hamilton, sur les 12 fois où il était devant Max Verstappen, alors, il faudrait compter aussi les fois où Valtteri Bottas était devant et que Lewis Hamilton était juste derrière, mais concentrons-nous uniquement sur ça. Lewis Hamilton n'était en tête que seulement 7 fois sur 12. Et c'est ce qui explique aussi le léger écart et le léger avantage de Max Verstappen dans l'exercice de la qualification. Du moins dans la moyenne des positions. Après, on est libre d'interpréter les chiffres comme on veut. Mais voilà. Tout ça pour dire que c'était super serré. Vraiment super serré entre les deux dans le format de la qualification. Je précise juste que si vous voyez une fois pour Max Verstappen et pour Lewis Hamilton éliminés en Q1, faut savoir que pour Max Verstappen, le Grand Prix de Russie, il n'a pas couru les qualifications, donc il a fait uniquement par repêchage. Parce que tout simplement, il avait plein de pénalités suite au Grand Prix d'Italie, donc ça servait à rien de faire rouler la voiture. Quoique après, si on voulait vraiment être titillant sur le règlement, Mercedes aurait pu, et je pense qu'ils y ont pensé, faire valoir la règle des 107%. Mais je pense que, voilà, bon, soyons pas trop de mauvaise foi, mais voilà, si on peut essayer de titiller sur le règlement un peu partout, voilà, faut pas se gêner, hein. Et puis Red Bull ne se gêne pas, et voilà. Les deux se gênent pas, du tout pour titiller le règlement. Et d'ailleurs, en parlant de règlement, c'est pour ça que vous voyez Lewis Hamilton en Q1, alors que techniquement, il a été présent à chaque fois dans les Q3. Mais je rappellerai juste que le Grand Prix de Sao Paulo, son temps a été invalidé, donc c'est pour ça que je l'ai mis en Q1. Et je suis peut-être généreux, parce que normalement, c'est disqualifié de cette session, mais bon, on va admettre que, voilà. Du coup, quand on regarde en précision, oui, il est devant 9 fois sur 10, Max Verstappen, quand il gagne face à Lewis Hamilton. Et regardez aussi les positions. Et j'ai vérifié, sur les 21 fois où il est en Q3, les 21 fois, il est au pire 4e. 9 pole position, 4 deuxième position et 8 deuxième ligne. C'est quand même impressionnant. Là où Lewis Hamilton, sur les 21 fois, il n'y en a seulement que 20. Alors, c'est des petits détails, c'est des petites différences, mais c'est ces petites différences qui contribuent aussi à la victoire de Max Verstappen et au fait que la Red Bull était vraiment hyper bien optimisée pour du pilotage à la Verstappen. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise à part dire que Max Verstappen, oui, il est devant, ça joue pas grand-chose, et j'ai envie de dire, c'est là qu'on reconnaît les champions. C'est que, voilà, les stats sont serrés. Après, le débat du Max Verstappen, est-ce que c'est un beau champion? Bon, je vous le laisse, mais j'ai mon avis là-dessus. Bon, disons que, allez, bon, je vous le dis, mon avis. Là, je vais vous dire le ressenti que j'ai par rapport à l'image de Verstappen. Bon, vous avez compris que c'est pas un pilote que j'apprécie, et la personne non plus, hein, d'ailleurs. Je le trouve arrogant, il a un melon surdimensionné, il est irrespectueux, c'est un gamin immature. Bref, voilà. Je ne l'aime pas. Et si vous voulez vraiment savoir ce que je pense vraiment de ce champion, voilà. Il fait partie de la liste des connards prétentieux qui ont eu le championnat du monde. Et donc, les connards prétentieux, pour moi, et uniquement pour moi, ce ne sont pas des beaux champions. Alors, évidemment, voilà, mon avis sur le fait que je ne l'aime pas, y est pour quelque chose. Mais, essayons quand même de réfléchir objectivement sur le fait s'il mérite ou pas ce championnat. D'ailleurs, je vais pouvoir nuancer un tout petit peu les propos que j'ai pu dire au Grand Prix, dans le débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi, parce que je dis très clairement qu'il ne mérite pas. Mais ce que j'ai voulu dire, même si après je viens de dire il ne mérite pas, c'est le fond de ma pensée, mais
nuançons et essayons d'être objectifs. Ce que je voulais dire dans le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est que dans la situation actuelle et en supposant que le règlement ait été respecté, ce n'était clairement pas son jour. C'était pas son jour pour devenir champion. Et c'est plus en ça que vraiment le fait, en plus le fait que je l'aime pas, ça amplifie le fait que je dise qu'il mérite pas. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il le mérite objectivement? Quand tu regardes les statistiques, quand tu regardes la manière dont il court, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, que ce soit limitant sportif ou pas, ça parle d'eux-mêmes, hein, les stats. Hein. Et les performances aussi. Oui, il le mérite. Ça fait des années qu'il est à la poursuite de ce titre. Donc oui, il le mérite. Après, ce qui contribue aussi au fait que j'étais en colère, et là je vais reparler encore du débrief de Grand Prix d'Abu Dhabi et aussi de Masi, mais j'avais dit que j'en parlerais pas, mais il faut en parler, hein, il faut le dire, c'est sur la gestion de cette safety car. C'était pour moi pas compliqué de respecter le règlement. C'est tout. Et là, ça m'emmerde de dire maintenant Verstappen c'est associé à Masi. Vous croyez vraiment que ça me fait plaisir de me dire que le titre de Max Verstappen est associé à une décision d'un directeur de course? Ça me fait chier. J'aurais préféré dire Max Verstappen champion, même si je l'aime pas, mais j'aurais préféré dire Max Verstappen champion dans une course où tout s'est déroulé normalement. Maintenant, la manière dont ils se sont dépassés du moment que dans le règlement ça passe et que les incidents ont été traités normalement, voilà. J'aurais 1000 fois préféré dire Verstappen champion du monde dans une course où il a encore une fois maîtrisé, il a maîtrisé la course ou bref, tout ce qui qualifie une bonne course et une course où les règles sont respectées, c'est tout. Et si vous pensez que dans la situation contraire, j'aurais été satisfait, c'est-à-dire dans la situation où Hamilton serait le poursuivant et Max Verstappen le leader, et que le scénario soit exactement le même, c'est-à-dire que le poursuivant dépasse le leader, ça m'aurait fait chier. Ça m'aurait fait chier de dire le 8e titre d'Hamilton, il l'a obtenu parce que le règlement n'était pas respecté. Vous croyez franchement que ça m'aurait plu ? Alors, évidemment, je vais pas le nier, j'aurais peut-être réagi différemment, mais concrètement, j'aurais constaté exactement la même chose, et je le répète, cela m'aurait fait chier, cela m'aurait emmerdé de dire que ça a été décidé comme ça sur un coup de tête du directeur de course. Ça m'aurait fait chier. Tout comme là, aujourd'hui, ça me fait chier que le titre de Verstappen soit associé à ça. On n'aurait pas dû avoir ça. C'est comme ça. J'espère très franchement que l'enquête de la FIA va aboutir à quelque chose. J'ai peut-être pas grand espoir là-dessus, mais bon, on verra. Maintenant, c'est aux mains de la FIA et c'est un dossier brûlant. Bien. Allez, reconcentrons-nous sur le championnat et sur la saison. Et je vais parler des moments pivots dans cette saison qui a été soit bénéfique pour l'un, soit bénéfique pour l'autre. Donc voilà. Je vous propose de revoir vraiment l'ensemble de la saison, très rapidement. Et on va commencer par les 4 premières courses. Les 4 premières courses, Bahreïn, Émilie-Romagne, Portugal et Espagne, qui sont à l'avantage de Mercedes. Même si on sent quand même que là, les Red Bull ont prouvé qu'il y avait du potentiel, surtout à Bahreïn. Donc attention. Et c'était vraiment une saison très serrée. On se disait, ça va se poursuivre comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait le Grand Prix de Monaco. Le Grand Prix de Monaco, c'est pour moi le premier pivot de cette saison. Le premier pivot qui va prouver que, comme je l'ai dit, la meilleure voiture, c'est une Red Bull. Et en effet, oui, la voiture était optimisée pour fonctionner sur un maximum de circuits.
Et quel que soit le type de la surface et quel que soit le type de circuit que c'était. Là où chez Mercedes, ils se sont rendus compte malheureusement que la voiture n'était pas adaptée à certains types de surfaces. Et que les seules choses qu'ils devaient faire, c'était limiter la casse. Alors évidemment, pour Red Bull, pareil, hein, il y a des moments où ils ont dû limiter la casse, mais très franchement, par rapport à Mercedes, ça s'est moins vu, hein, ces moments où il fallait limiter la casse. Du moins avec Max Verstappen, évidemment, parce qu'avec Perez, c'était un tout petit peu plus compliqué. Le Grand Prix de Monaco a été vraiment un moment pivot. Après, bon, c'est pas facile de dépasser à Monaco, mais quand même, le fait de voir que les temps durant les qualifications n'étaient pas très bons du côté Mercedes, c'est déjà quand même un signal d'alarme. Et ce signal d'alarme n'a fait que se confirmer avec le Grand Prix d'Azerbaïdjan, de France, de Styrie et d'Autriche. Je mets quand même le Grand Prix d'Azerbaïdjan dans la liste parce que avant que Verstappen se crache à cause d'une crevaison, il était en tête, hein, et Perez était deuxième. Et Lewis Hamilton était péniblement en troisième position. Et quant à Valtteri Bottas, il n'était même pas dans les points. Évidemment, il s'est passé ce qui s'est passé. Les deux n'ont au final pas marqué de points. Mais quand même, ça a prouvé une chose. Les Red Bull, elles sont adaptées à tout type de circuit. Et ça a monté jusqu'à un écart de 32 points en faveur de Verstappen par rapport à Lewis Hamilton. À ce moment-là, je me dis, ça va être dur. Hein. À ce moment-là, je me suis dit, ça commence déjà à être plié. Hein. Si ça continue comme ça commence à être plié. Puis, il y a eu le deuxième moment pivot. Grand Prix de Grande-Bretagne et Grand Prix de Hongrie. Je mets les deux au même niveau parce qu'il s'est passé des choses, comme vous le savez. Il y a eu le crash de Verstappen au Grand Prix de Grande-Bretagne, provoqué notamment par Lewis Hamilton. Et si vous voulez mon avis sur cette pénalité, oui, il devait y avoir une pénalité. Après, est-ce qu'on peut véritablement dire que Lewis Hamilton est responsable à 100%? Dans le cadre de la course, oui, c'est logique qu'il soit responsable à 100% parce que, mine de rien, c'est un sacré avantage quand même qu'il a pris. Et j'ai toujours dit que c'était plutôt 50-50 car après, c'est très très peu d'images. C'est de l'ordre d'une quinzaine d'images au moment où ça commence à tourner et le moment où il y a l'impact. Le sentiment que j'ai, c'est que les deux sont un petit peu responsables. Comme je le disais dans le débrief du Grand Prix, Max Verstappen d'avoir un peu trop défendu, surtout qu'il avait vu que Lewis Hamilton tentait une manœuvre osée. Et Lewis Hamilton aussi d'avoir un peu trop attaqué et avoir pris un risque. Après, c'est tout à fait louable qu'il ait pris ce risque. Mon point de vue. Après, voilà, il y a eu cet accrochage. Est-ce que Lewis Hamilton aurait dû prendre plus de pénalités? Pour moi, oui, mais pas jusqu'à la disqualification. Et le Grand Prix de Hongrie, juste après, où il y a eu une magnifique partie de bowling de la part de Bottas. Et je dois bien avouer que je ne sais pas trop comment prendre ça. Est-ce que c'est un coup de génie ou est-ce que c'est un coup de malchance ou est-ce que c'est vraiment de la triche parce qu'il faut quand même avouer que c'est quand même dégueulasse pour Red Bull. Hein. Bon, la triche peut-être pas, mais quand même, c'est quand même très suspect. On peut pas le nier, c'est suspect. Mais je préfère me dire quand même que c'est un sacré coup de malchance et que c'est un sacré concours de circonstances. Et je pense que j'aurais dit exactement pareil si c'était Perez. Hein. Si Perez n'arrivait pas à freiner, et en plus c'était sous la pluie, voilà, évidemment, voilà, on aurait constaté la même chose. Hein. Mais bref, c'est des moments pivots qui sont suffisamment importants pour chambouler le championnat et faire en sorte que Lewis Hamilton revienne dans la partie. Mais ces deux courses ont permis aussi à Verstappen de prouver en quoi c'était une menace pour le championnat et que s'il avait réussi à coller 32 points d'écart à Lewis Hamilton, ce n'était pas pour rien. Et oui, il va faire performance sur performance dans les Grands Prix suivants et ce jusqu'au Grand Prix de Monaco. Notamment le Grand Prix de Russie où il démarre 20e et arrive au final 2e.
Et on sait pourquoi, parce que le Grand Prix d'Italie, il n'a pas été très fut-fut. À ce moment-là, à la fin du Grand Prix de Mexico, il y avait 19 points d'écart. 19 points en faveur de Verstappen, il reste 4 Grands Prix, et la seule solution que, voilà, ça paraît utopiste comme scénario, serait que Hamilton gagne les 4 prochains Grands Prix. C'est utopiste parce que on est sur une série vraiment où Red Bull est performant. Ils réussissent à remonter à 1 point du leader Mercedes. Donc ouais, à ce moment-là, je me disais, il faut vraiment un miracle. Puis vient le Grand Prix de Sao Paulo qui est un pivot énorme sur cette saison et qui va permettre à Lewis Hamilton de montrer les crocs, d'être de nouveau agressif, bref, d'améliorer encore son niveau. On n'a jamais vu, je pense, Lewis Hamilton avec un niveau aussi élevé et prenant encore plus de risques que la normale. C'était magnifique à voir. Il y a peut-être le format qui a aidé, oui, je pense que le format a aidé, mais voilà, c'est comme ça. Il fallait respecter le règlement technique. Bon, ça n'a pas été respecté. Du coup, il a été déclassé. C'est comme ça. Hein, c'est simple respect du règlement technique. Mais par contre, pour compenser vraiment un week-end catastrophique et arriver premier, chapeau bas. Hein. Franchement, incroyable. Et c'était pas facile, hein, surtout avec un Max Verstappen qui commençait à paniquer et à se rendre compte que ça allait être un peu plus difficile que prévu. Donc du coup, quitte à défendre, autant défendre comme un sac et dangereusement. Ouais. Là, c'est à partir de ce Grand Prix-là où on a vu que Hamilton devait remonter impérativement, pas le choix. Et Verstappen, lui, était prêt à défendre de n'importe quelle manière. Et c'est pour ça que vraiment aussi j'aime pas Verstappen, c'est que je trouve que ses défenses sont trop agressives et que c'était dangereux. Et là, on l'a vu avec notamment le Grand Prix de Sao Paulo et le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Mais punaise, pour Hamilton, que c'est incroyable. Revenir à égalité de points avant le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'était de l'ordre de l'improbable presque. Et pourtant, égalité. Puis vient le Grand Prix d'Abu Dhabi. Lewis Hamilton démarre derrière Max Verstappen, mais il réussit à le dépasser très rapidement. Et du coup, il prend énormément d'avance et s'assure potentiellement un 8e titre de champion du monde. Malgré quelques petites frayeurs, il sera toujours devant. Puis il y a eu l'accident de Nicolas Latifi et la gestion désastreuse de la safety car. Et d'ailleurs, je précise juste que si vous faites partie des personnes qui ont menacé de mort Nicolas Latifi, vous êtes des abrutis. Et vous n'êtes même pas des fans de F1. Bref, l'incident, on sait très bien ce qui s'est passé. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai, mais voilà. J'aurais préféré que ce soit fait autrement, mais malheureusement, un dernier moment pivot a eu lieu pendant la course. Ouais, triste. Mais bon, si on accepte ce dernier point, c'était pas une belle saison, très franchement. Moi, je trouve qu'elle était très belle cette saison. Même si, voilà, il y a des trucs que je peux reprocher à Verstappen, dans l'ensemble, c'était quand même une très belle saison. J'espère que l'année prochaine, ce sera aussi intensif que cela a été cette année. Après, maintenant, j'espère un autre truc. Un respect du règlement. Et je pense que c'est pas compliqué. Voilà. Bon, tout ça pour dire que, voilà, Max Verstappen champion, il l'a enfin eu. Et la seule satisfaction que je peux avoir avec le fait qu'il soit champion, c'est qu'il n'a pas réussi à battre le record de précocité dans l'obtention du trophée de champion du monde. Voilà, petite satisfaction sadique pour terminer. Voilà,
Donc voilà, c'est sur ça qu'on va se laisser. Surtout, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Il y aura prochainement une vidéo sur le directeur de course et la réglementation. Et voilà, sur ce, je vous dis ciao!